Voilà, c'est bon. Ouais, Ça y il est, faut c'est l'enlever bon. ça. Il faut l'enlever ça. Ouf. OK. Il faut Très bien. l'enlever, Donc, sinon on disparaît. ouais, Moi, ça. oui. Oui, sinon vous disparaissez, ouais. On ne vous voit plus. Vous êtes caché derrière le paysage. Oui. Et donc, on Ah, va essayer c'est pour vous donner un aujourd'hui. peu des fleurs. Très Non, c'est ça bien. qu'il faut. OK. Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. OK, parfait. Donc, c'est à la demande de Hendrik, merci beaucoup, de, qu'on va faire les raisonnements madamica, ouais. Donc, Mhm. voilà, si aujourd'hui c'est trop difficile, vous pourrez le remercier à la sortie. Et donc, je ne sais pas si c'est la dernière classe de révision, on verra. S'il y en a besoin une demain ou après-demain, on verra bien à l'issue de celle-ci, ouais. OK, donc les raisonnements prasangika, ouais. OK, donc je me suis appuyé sur le Dupachemo de Kunkian Jamyan Chepa. Donc ça, vous l'avez certainement déjà lu, non? Vous l'avez reçu à la maison, ouais? Ouais, Oui, OK. oui. Très bien, donc ça s'appelle le Rugissement du lion. En fait, c'est le texte racine, le Rugissement du lion, et l'autocommentaire, c'est le Dupachemo, ouais. Et il y a un autre commentaire d'un autre maître, Kunchok, j'ai oublié son nom, dans Bouddhiste philosophique, un super bouquin aussi. Très bien, donc il dit ça. Ça, c'est Jamyan Chepa qui dit ça. Il dit il y a deux soi des personnes et des phénomènes, ça vous le savez déjà, ouais. Mhm. OK. La non-existence de ces deux est déclarée comme étant les deux non-soi, ouais. Donc le Mhm. soi des phénomènes est réfuté par les quatre, les éclats de diamant, etc. Mhm. Donc les éclats de diamant, il y a les quatre possibilités, etc. Ça, vous ne l'avez pas vu? Ah, OK, d'accord. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on a bien fait de le faire. OK. Les éclats de diamant, etc. Très bien. Ensuite, le soi des personnes est réfuté par les raisonnements quintuples et septuples. Ça, on l'a vu déjà, ouais. Oui, Mhm. on l'a vu, hein. OK. Mais on pourra y revenir, ouais. Et il y a un grand maître, Mawang Pelden, qui est un très, très grand maître, je crois qu'il était mongol, qui parle de ça aussi. Il explicite un petit peu le texte, il fait un commentaire du texte. Il dit donc le soi des phénomènes, ce qui est écrit en gras, là, le soi des phénomènes est réfuté par quatre raisonnements, ouais. Ouais. Les éclats de diamant, la réfutation de la production des quatre extrêmes, Mhm. des effets existants, des effets non existants, des effets qui sont à la fois les deux et des effets qui ne sont ni l'un ni l'autre. Mhm. Donc ça, on va le voir aussi. La réfutation de la production selon les quatre alternatives. Donc quatre extrêmes, quatre alternatives, c'est pas la même chose. D'accord. Là, c'est un raisonnement qui est beaucoup moins utilisé, mais qui est certainement, qui a été mis à l'honneur par Jnana Garba. Ouais. Donc on verra ça par la suite. Et le raisonnement roi de l'existence dépendante. Ouais. Ici, l'interdépendance. Ouais. OK. Et donc, Raman Padan dit en outre, le soi des personnes est réfuté par les deux. Donc, A, le raisonnement quintuple, B, le raisonnement septuple. Ouais. Mhm. Et il dit les deux types de soi, donc des phénomènes et des personnes, sont réfutés par le raisonnement de l'interdépendance lui-même. Ouais. OK. Et donc, si vous regardez aussi dans d'autres textes, vous allez voir que ça s'entremêle, hein, cet emploi des différents types de raisonnement. OK. Très bien. Donc, ça, on peut passer. On va voir d'abord. OK. Donc, ici, le soi des personnes, il est réfuté, on l'avait déjà vu hein, par Ariana Gardima, ouais. Dans le Madhyamaka Shastra, on avait vu qu'il y avait le raisonnement quintuple. Vous vous souvenez? Vous vous Mhm. souvenez, on en avait parlé, ouais, le raisonnement Mhm. quintuple. Mhm. Ok, mais j'ai pris des citations, donc on les reverra. Et il y a le raisonnement septuple d'Acharya Chandrakirti, ouais, dans la Madhyamaka Avatara. Ouais. Ok, Mhm. très bien. Ouais, donc ce passage-là est très important ici. Et par le raisonnement trouvé dans l'introduction à la voie médiane, donc le Madhyamaka Avatara d'Acharya Chandrakirti, qui recherche le soi selon 7 modalités, ajoutant 2 réfutations aux assertions selon lesquelles la simple collection serait le soi, donc ça on l'avait vu, vous vous souvenez avec l'exemple du vélo, et ensuite la forme du corps, entre guillemets, puisque les agrégats non formels n'ont pas de forme, la forme serait le soi, en se basant sur l'explication de la simple collection des agrégats comme n'étant pas le soi, mais comme étant sa base d'imputation. Ouais. Mhm. C'est là où on voit Mhm. la différence. Chez les prasangika, la collection des agrégats, c'est la base d'imputation du Base soi, c'est pas le soi. d'invitation. Mhm. Ouais. C'est sous indépendance de quoi on désigne le soi. Ouais, ouais ça marche. Oui. Ok, très bien. Donc, si ça va trop vite, n'hésitez pas à hurler. Les deux, soit des personnes et des phénomènes sont réfutés par le raisonnement de l'existence dépendante et par le raisonnement de leur absence d'unité et de différence. Ouais, ça, on avait vu ça aussi, vous vous souvenez? Que Mhm. si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ouais. C'est Mhm. différent. Oui. C'est ni un ni différent. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Exactement. Oui.
Alors, l'absence d'existence inhérente des phénomènes, le petit piège d'Hendrick à 8h30 du matin. C'est quoi? C'était quoi d'ailleurs? L'absence d'existence inhérente des phénomènes. Est-ce que c'est un ou différent? Est-ce que c'est un ou différent du phénomène lui-même? Ah, bien. Ah ouais, ça. La vacuité serait une avec la forme. Est-ce que la vacuité est une avec la forme? Ah, très bien. Donc, dans le Sutra du cœur, que vous connaissez par cœur, Forme est vide, vacuité, la vacuité est oui. Avalokiteshvara dit Zu, Tompao, Tompani, Zu, Zu, les Tompani, Chamani, etc. Ouais. Donc, ça veut dire la forme est vide, le vide est la forme. Ouais. Mais est-ce que la table est une vacuité? Non, La table n'est pas une vacuité. La table n'est pas sa vacuité. non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la forme et la vacuité ne sont pas des entités séparées. Mm. Donc, ça veut dire, quand on dit la forme est vide, le vide est forme, c'est-à-dire que la table et sa vacuité sont une entité. Ouais. Mm. Ah non, c'est une entité. Un, ça voudrait dire que ce serait indivisible pour la conception. Ouais. Exactement. Donc, la vacuité est une. Et la vacuité et la forme sont deux, sont différentes. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Très bien. Très, très bien. Ok. Ok. Donc, pour revenir, ok. Est-ce que la vacuité, c'est permanent ou impermanent? Permanent. Permanent, c'est une simple absence. Ouais, vous êtes d'accord. Mhm. Une simple absence, c'est Mm. permanent. Ok. Et la table, elle est permanente ou impermanente? Impermanent. Impermanente. Donc, comment est-ce qu'un phénomène impermanent pourrait être un avec ce qui est permanent? Ouais. Mhm. Donc, ce n'est pas un. Ouais. Mais c'est une entité. Pourquoi? Vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait soit un accès à l'univers avec la conception, soit Oui. un accès à l'univers par la perception. Ouais. Mm. Oui, ou la perception en général. Ouais. Ouais. Très Mm. bien. Et donc, la table et sa vacuité sont différentes pour la conception ou pour la perception? Pour la perception, Ah bon? mais Conception. la table, elle est perçue. Oui, Elle est perçue dans le monde, oui, d'accord. alors que la vacuité, elle n'est pas perçue dans le monde. Par la conception, on arrive à faire la différence. Ah, voilà, exactement. Oui, c'est ça qu'il faut voir. C'est que, est-ce que la distinction est faite du point de vue de la conception ou du point de vue de la perception entre la table et sa vacuité? Conception. Alors, c'est la conception qui Donc, fait si la elles sont différentes. différence. Exactement. Donc, le fait d'être différent pour la conception, c'est la condition minimale et suffisante pour que ce soit différent. Ouais, comme on avait vu l'autre jour, Franck et le Haxam sont différents. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont des entités différentes? Non. 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 Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appréhendés comme étant différents par la perception. Mhm. Et c'est la même chose avec la table et sa vacuité. La table et sa vacuité sont différentes, ouais. Parce que, pourquoi elles sont différentes? Elles sont- Vas-y. mais parce qu'on Parce qu'il y vient a de... que, exactement, parce qu'il n'y a que la vacuité qui peut être une avec la vacuité. Ouais, vous êtes d'accord? Non. Par la conception. Oui, la vacuité une existe parce qu'elle est une avec la vacuité. Tout à fait, très bien. Ok. Très bien. Ok, je crois qu'on aura besoin d'une autre classe de révision, non? Non, non, je rigole. Ok. Très bien. Donc, la table et sa vacuité, ouais, elles sont différentes pour la conception, vous êtes d'accord? Parce que Mhm. pour la conception, c'est différent. Ouais. Oui. Et est-ce qu'elles sont différentes pour la perception? Est-ce que la perception, Non. si elle devait apparaître à une perception directe, par exemple celle d'un Bouddha, est-ce que la perception directe du Bouddha distinguerait la table et sa vacuité? Non. Ah oui, bien. Elles sont Pardon. une même entité. C'est ça que ça veut dire. Vous vous souvenez, on avait vu ça. C'était là, il y a... Eh bien, on devrait le dire clairement comme ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les sutras du second tour de roue, pour les Prasangika, sont définitifs. Mais le fait d'être définitif pour les Prasangika ne veut pas dire être littéral. Ouais, ça veut dire que on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre, même si l'enseignement lui-même est définitif et de sens définitif, il n'est pas interprétable, il est définitif. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre au pied de la lettre, de manière littérale. Donc, définitif et littéral, pour les Prasangika, c'est différent. Ok, très bien. Très, très bien, bravo. Donc, la table et sa vacuité sont différentes, vous êtes d'accord, mais sont une même entité, vous êtes d'accord? Mhm. Très bien. Et donc, il y avait des conséquences à l'absurde pour dire qu'elles seraient des entités différentes. Ouais. Donc, ça, on en avait parlé aussi. Ok, très bien. Les éclats de diamant.
les éclats de diamant. OK. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans Shantideva aussi, hein, dans Bodhisattva Shantideva, le 9e chapitre. Il en parle aussi et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on va voir pas à pas ces raisonnements. Donc, ça, c'est ce que dit Arya Nagarjuna. C'est dans le chapitre 1, la première strophe. Jamais, nulle part, rien qui puisse naître ou surgir de soi-même, d'autre chose, des deux à la fois, ou sans cause. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Okay. Ça résume. C'est ce qu'ils appellent les quatre extrêmes. Oui, Marie, tu disais? Je disais, c'est ça qu'ils appellent les quatre extrêmes ou tétralèmes. Alors, ça, c'est le tétralème. Les quatre extrêmes, on les verra par la suite. Mais ça, c'est d'accord. Ça, c'est le tétralème. Le tétralème, exactement, tout à fait. Donc, pourquoi ces quatre? Parce que si quelque chose est causé, donc on parlera des causes, mais on parlera de ce livre aussi qui est magnifique de Shankara Pedogé, qui dit littéralement, qui dit vraiment d'une manière noire sur blanc que la cause du point de vue prasangika n'est pas nécessairement causale. Les causes et les conditions, ce n'est pas nécessairement de l'ordre causal. Donc ça, on ne le verra pas à la suite. Mais si, pour Shankara Pedogé, oui, dans le point de vue prasangika qui mentionne, en effet, tout à fait, pour le prasangika. Pour le prasangika, quand on parle de causes et conditions, ce n'est pas nécessairement au sens littéral de causes et conditions. Ça peut être des conditions qui coexistent à leur objet. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on le verra par la suite. OK. Donc, si quelque chose est produit, il n'y a que ces quatre options possibles. Ouais. Soit c'est produit sans cause, qui est assez facile à réfuter. Soit c'est produit, soit c'est produit sans cause. Soit il n'y a pas de cause, c'est le hasard. C'est-à-dire que ça tombe du ciel, etc. Ouais. OK, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si ça n'est de cause, soit la cause, c'est soi-même, soit la cause est autre. Ouais. Soit, encore, ça peut être les deux en même temps. Ouais. Parce qu'il y en a qui acceptaient ça. Par exemple, sans cause, c'était les Charvaka Lokayata à l'époque, en Inde. C'était les hédonistes, on pourrait dire. Ils disaient, bah, moi, je crois que ce que je vois, donc il n'y a pas de cause, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de renaissance, parce qu'on ne les voit pas, tout simplement. Ouais. Donc, c'était une forme de matérialisme, d'une certaine manière. Ouais. Ok, donc ils disaient, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de karma. Si je suis un être humain, il n'y a pas de cause, c'est juste comme ça, c'est la nature des choses. C'est ça qu'ils disaient. Ouais. Ok, donc ça, on peut réfuter. Sinon, s'il n'y a pas de cause, pourquoi se prendre le chou à faire chauffer de l'eau pour avoir du thé ou du café, etc. Très bien. Ensuite, la cause, elle peut être soit soi-même, soit autre. Donc, par exemple, à l'époque, en Inde, il y avait les Samkhya dans les traditions non bouddhistes qui acceptaient la naissance à partir de soi-même. Donc, on va voir ça. Donc, bien sûr, ici, on parle de la conscience visuelle. Pourquoi? Parce que dans le premier chapitre du Madhyamaka Shastra, Arya Nagarjuna parle des quatre types de causes. Ouais. Cause générale, cause, condition objectale, condition dominante, condition antécédente, etc. pour montrer comment une conscience visuelle, par exemple, naît en fait. Hein. Une conscience visuelle, vous avez besoin d'un objet visuel, vous êtes d'accord? S'il n'y a pas d'objet visuel, vous n'aurez pas une conscience visuelle qui apprend cet objet visuel. Ouais. Donc, c'est pourquoi cette conscience visuelle naît de ces causes-là. OK. Mais pour certains, la cause, c'est soi-même. OK, donc on va voir ça. Il dit, si la conscience visuelle, par exemple, était produite d'elle-même, la production serait inutile et serait sans fin. Pourquoi? Parce que l'effet serait déjà présent au moment de la cause. Ce serait permanent. Ouais, pas nécessairement, mais ça pourrait être un argument, ouais, de dire que ce serait permanent. Ouais. Ok, donc ça veut dire que, imaginons que la pousse naisse d'elle-même, eh bien, il faut déjà qu'elle existe au moment de la cause. Ouais. Et donc, quel besoin a-t-elle de se produire parce qu'elle existe déjà? Elle n'a pas besoin d'être produite, elle existe déjà. Ouais. Donc, ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être produit à nouveau, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, vous êtes d'accord. Ok, très bien. Imaginons que vous avez déjà votre café, vous n'avez pas besoin de le refaire. Vous avez déjà votre café. Il n'a pas besoin de se produire lui-même. Ouais. Très bien, ok. Et ce serait sans fin, ça veut dire qu'il faudrait que la pousse se produise encore et encore. Ouais, comme dans les, je ne sais pas comment on dit, GIF ou GIF. On dit GIF ou GIF? Ces images qui... GIF, c'est ça? GIF. GIF. C'est GIF, les images là qu'on met sur Facebook et tout ça. Oui. Et c'est des images animées. Et donc, comme elles sont animées, mais ça dure 3 secondes, et donc elles se répètent encore et encore. Et ben là, ça fait pareil. La
la graine germerait, ça donnerait un germe, un germe, un germe, un germe, et ce serait sans fin. Et donc, on n'aurait jamais la plante. Ouais, ok. Ça fait penser aux Juifs. Très bien. Donc, l'effet serait déjà présent au moment de la cause. Donc, au moment de lui-même serait déjà de la cause elle-même. Pourquoi j'ai mis lui-même? C'est pas grave. Quel besoin aurait-il d'être produit étant déjà existant? Une pousse devrait à nouveau être produite, puis encore et encore. Donc ça, c'est le truc du Juif, ouais, qui c'est sans fin, en fait. OK? Est-ce que ça joue cet argument-là? Ouais, c'est simple, hein? OK. OK, ce qui existe, oui. Oui. OK. On peut dire ça d'une certaine manière. Par exemple, sa sainteté, dans un texte, dit qu'on est son propre créateur, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ben, c'est nous qui décidons de notre avenir, en fait. Donc, de ce point de vue-là, ça joue. C'est une licence poétique. Exactement. Oui. Voilà, tout à fait. Ça ne vient pas d'autre cause. Exactement. Les causes ne sont pas externes, ouais, comme dans des traditions théistes, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que les causes sont à l'intérieur, exactement. Donc, ça veut dire qu'on est soi-même son propre créateur, mais ça ne veut pas dire que la personne comment dire, que je propulse au cours des vies à venir est exactement la même que la personne de cette vie-là. Ouais. C'est le même continuum, exactement. C'est le continuum résout tout. C'est la bonne solution. Ben, ça veut dire que mon moi d'aujourd'hui et mon moi de demain sont nécessairement des entités différentes. Sont nécessairement séparées, ouais. Mais le continuum reste le même. C'est pourquoi on peut dire qu'on est son propre créateur parce que c'est le même continuum. Ouais. Très bien, bravo. Très bon argument, bravo. OK. Donc, ce qui existe dans quelque chose ne peut pas être produit par cela, comme du thé dans une tasse. Oui. Quoi? Vas-y. Ah, le continuum existe. Oui. Okay. Très bien. S'il n'existait pas, aujourd'hui, il n'existerait pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un continuum. Hein? Oui. OK. Et rien de... Oui, exactement. Ouais. Ou alors, à la rigueur, des moments infinitésimaux, mais les places syndicales ne les acceptent pas. Ouais. Parce que les moments infinitésimaux n'ont pas de continuum, ils n'ont pas de début, milieu et fin. Non, ouais. Ah, nécessairement. Nécessairement. Alors, ça dépend. Oui. Alors, il est durable. C'est quelque chose de durable, ouais, mais est-ce qu'il est permanent? Le continuum de notre être change d'instant en instant, nécessairement. Mais il y a des continuums qui sont permanents, dans le continuum de la généralité existante, par exemple. Ouais, ou le continuum de l'espace. Ça dure, et ça dure pour toujours, et c'est permanent. Le continuum de l'éveil, il est impermanent. Mais si on parle du continuum des vraies cessations, là, c'est différent, c'est permanent. Oui, exactement. Exactement. Ça dépend de quoi on parle, en fait. Exactement. Tout à fait. Très important. Très bien. OK. Donc là, au lieu de thé dans la tasse, c'était du yaourt dans un bol. Mais je me suis dit, c'est plus vegan de parler de thé dans une tasse. OK. Si la graine et la pousse étaient une même entité, on verrait l'une quand on voit l'autre et inversement. Ça, c'est magnifique. Si la pousse et la graine étaient une même entité, au moment où on voit une graine, on devrait voir une pousse. Ouais. Et au moment où on voit une pousse, on devrait voir une graine. Avoir une graine. Non, ce n'est pas le cas du tout. Ou bien on ne verrait aucune d'elles, car en l'absence de l'une, il y aurait l'absence de l'autre. Ah, alors on a des désaccords, on a des arguments. Alors tu vois, en fait, une graine germée. Est-ce qu'une graine germée est une pousse? La, la pousse ne La peut graine germée est une graine? La graine, la la pousse, germée. la pousse ne peut survenir. Oui, Marie? Oui, la pousse ne peut survenir que quand la graine a cessé d'exister. Exactement, ça c'est très important. C'est que là, à un moment donné, dans le Prasangika, on parle des 3 types de dépendance. Ouais.
on parle de la dépendance causale où la graine et la pousse doivent se rencontrer. Mais ce n'est pas la graine et la pousse qui se rencontrent, c'est l'activité de la cause et l'activité de l'effet qui se rencontrent. Mais ce n'est pas la cause et l'effet. C'est ça qui est intéressant. OK. Très bien. Ouais, très bien, très bien. Donc ici, ça veut dire que si les deux étaient une même entité, si l'une n'est pas observée, l'autre ne devrait pas être observée. Nécessairement, oui. OK, donc ça veut dire qu'on percevrait ni une graine ni une pousse. Ouais. Parce qu'au moment de la graine, il n'y a pas la pousse. Au moment de la pousse, il n'y a plus la graine. Et si les deux étaient une même chose, eh ben, on ne percevrait aucune des deux. Ah, Ou oui, on percevrait les deux en même temps. Ouais. Oui, ça c'est sûr. L'une dépend de l'autre, exactement. Mais ça, on ne le nie pas. On ne le nie pas. Sauf que là, on est en train de rechercher une production inhérente. Ouais. Et donc, une production inhérente doit être faite soit sans cause, soit par des causes qui sont soi-même, soit les autres, soit les deux en même temps. C'est 4 possibilités, ouais. Exact. Les deux produits, les autoproduites, c'est à partir de soi-même. Alors, c'est ici. On est en plein dans la production à partir de soi-même. C'est ça l'autoproduction. Ouais. Ouais. OK, très bien. Très bien. Si la graine et la pousse étaient une, cela contredirait la perception du monde, parce que dans le monde, on perçoit en effet une graine qui est différente d'une pousse et une pousse qui est différente Grande de d'une la graine. graine. Et enfin, les agents et les objets seraient la même chose. C'est-à-dire que cause, la définition de cause, c'est quoi? C'est qui est déjà en tibétain. Ouais. Et la définition de produit, c'est qui est déjà, ou d'effet, pardon. D'effet, c'est qui est déjà ce qui est produit. Ouais. Donc, ce qui produit et ce qui est produit, c'est nécessairement différent. Mais si la cause et l'effet étaient la même chose, ce qui produit et ce qui est produit, ce serait la même chose. C'est-à-dire que le bout du doigt pourrait se toucher lui-même, par exemple. OK. Ou la lame du couteau pourrait se couper elle-même. Exactement. Bravo. Très bien. Magnifique. OK, production à partir d'autres. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué. Donc, on pourrait, voilà, il faut nécessairement passer par celui-là pour réfuter ensuite le à partir de soi et d'autres, parce que les conséquences à l'absurde doivent s'appliquer à la troisième option une fois qu'on a vu déjà la deuxième. Donc, en général, dans le monde, on accepte que une graine engendre une pousse et que la graine et la pousse sont différentes. Elles sont différentes parce que L'une est le résultat de l'autre. Parce que Parce qu'elles sont deux entités différentes déjà. Parce qu'on les conçoit différemment, oui. Bah oui, oui. Et la pousse L'une peut est le être une avec résultat la de l'autre. pousse, exactement. Donc, on les conçoit différemment. C'est-à-dire qu'une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose sont différentes. Parce qu'on les Mais conçoit non, eux, ils différemment. ne sont pas existants. Ils ne sont pas existants. Oui. Et en effet, OK. Et la pousse est une avec la pousse. OK, donc ça va. La pousse est une avec la pousse. Donc, la graine est nécessairement pas une avec la pousse. Mais le Ce fait de sont ne deux. pas être un avec quelque chose ne veut pas dire que c'est différent. Ouais. Une corne de lapin bleu n'est pas une avec une pousse. Ouais. Mais elle n'est pas différente pour autant, hein, parce qu'elle n'existe pas. OK, bravo, bravo. Production à partir d'autres. Donc, on a dit que la graine et la pousse sont différentes parce qu'en effet, pour la conception, elles sont appréhendées de manière différente. Hein. Donc, c'était juste une feinte que j'ai donnée à Gilles, mais en réalité, c'est ça. C'est pour la conception, les deux sont appréhendées comme étant différentes. OK. Mais si c'était une altérité en soi, c'est ça qu'on a vu l'autre jour, hein. Si c'était une altérité en soi de manière inhérente, indépendante, aussi bien les causes que les non-causes de la pousse pourraient engendrer la pousse. Qu'est-ce que ça veut dire altérité, s'il te Une plaît? altérité, c'est le substantif de autre. Autre, c'est l'adjectif. Et altérité, c'est le substantif. Ouais, comme par exemple, gentil, c'est l'adjectif. Et gentillesse, c'est le substantif. Ouais. D'accord. Et là, autre, c'est l'adjectif. L'altérité, c'est le substantif. Ça veut dire que si l'altérité, le fait d'être autre, était inhérent, à ce moment-là, c'est ça qui est génial. Ça, c'est des exemples qu'on trouve dans Arya Nagarjuna, bien sûr. Hein. Si vous lisez le Madhyamaka Shastra, vous retrouvez tout ça. L'obscurité serait produite par la flamme d'une bougie. C'est que non seulement la flamme d'une bougie n'est pas ce qui produit l'obscurité, mais c'est ce qui élimine l'obscurité. Élimine. Donc, ça veut dire que si la cause et l'effet étaient autres en soi, aussi bien les causes d'un phénomène que ses non-causes produiraient ce phénomène. Ça, on l'avait déjà vu il y a 15 jours, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. OK. Alors, le continuum. Oui.
Ah, il y a une différence entre continuum et continuum mental, oui, tout à fait. Par exemple, la table, elle a son continuum. Ouais. Pour la personne, il peut y avoir une différence parce que la personne elle-même n'est pas son continuum mental. La personne est désignée en dépendance de ce continuum mental. Elle n'est pas sa base d'imputation. Hein. Oui. Ok, donc le continuum en dépendance du soi inné, du soi conventionnel ou de l'ignorance fondamentale. Ok. Donc le continuum, en fait, le continuum d'un être ordinaire dépend de la saisie d'existence en soi, hein, parce que on est dans la contamination à cause de cette ignorance fondamentale. Ouais. Ok, mais le continuum lui-même, ça veut dire depuis un être ordinaire, depuis des temps sans commencement jusqu'à l'éveil pour toujours, ça ne dépend pas de l'ignorance, parce que le continuum se poursuit de toute façon. C'est-à-dire que le continuum de la conscience et le continuum de la personne, ce n'est pas établi par l'ignorance. Si c'était établi par l'ignorance, ça voudrait dire que ce serait une pure illusion. Ouais. En fait, c'est surtout la base, c'est ça, c'est la claire-lumière, c'est le continuum de la conscience mentale subtile. C'est ça qui fait le continuum, en fait. Ouais. Donc, je ne sais pas si si on avait bien expliqué la dernière fois. Il y en a qui ont suivi les classes du vendredi, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment expliqué la différence entre généralité et continuum, entre les parties du continuum et les instances de la généralité. Je ne suis pas sûr qu'on ait Mais vraiment... si, on l'avait fait, hein? On On l'avait l'avait fait abordé. Vendredi. Oui. le Vendredi, c'est vendredi, le oui. continuum et les instances de Exactement, continuum. vendredi pour les débats, mais Mm. pour la classe ici, je ne suis pas Ah sûr. oui. Ouais. Ah On l'avait ben, abordé, ouais. On Oui, l'avait abordé. exactement. On avait juste abordé à la fin. C'est-à-dire Oui. que, en effet, le jeu d'aujourd'hui et le jeu en général, le oui. jeu d'aujourd'hui est une instance du jeu en général. D'accord. Oui, oui, ouais. Ok. Donc, il est totalement imprégné par le jeu en général. Mhm. Ouais. Par contre, l'instant d'un continuum n'est pas ce continuum. Et c'est Mhm. là où il y a une différence. Comment est-ce qu'on explique les choses? Si on dit que les différents types de jeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont les instants Les constitutifs instances. du continuum, aucun Je- instant n'est le continuum. Donc, aucun instant n'est une instance de la généralité continuum. Enfin, ce continuum en particulier. Mhm. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que la table est une instance de choses. Ouais. Mhm. Donc, pour Mhm. que la table soit une instance de choses, il faut que la table soit une chose. Ça, c'est vraiment Exact. la première condition fondamentale. Mhm. Mais un instant constitutif du continuum n'est pas le continuum lui-même. C'est une Mhm. partie du Ah continuum. oui, ah ouais. Mhm. Donc, la partie du tout n'est jamais le tout lui-même. Alors Mhm. qu'une instance de la généralité doit avoir une même nature avec cette généralité. Oui. Le tout de la table, continuum. C'est ça le tout. Oui, oui, tout à fait. En fait, le continuum lui-même est une généralité. Mhm. Mhm. Oui, Il a des instances. Il a des instances ouais. constitutives. Mhm. Oui. En fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que vous avez le tout et les parties, et vous avez les instances et la généralité. Ouais. Mhm. Donc, il y a des imbrications entre les deux, mais ça ne correspond pas totalement. C'est-à-dire que euh, vous avez par exemple la semaine c'est le tout. Mais c'est aussi le continuum. Mhm. Ouais. Ça veut dire que lundi, c'est une instance du Instance. continuum. Oui, du Mhm. continuum. Ouais. Mais lundi est aussi un continuum. Oui, Parce qu'il a oui. 19 minutes. Il a Donc, 24 heures. lundi est une instance de la généralité continuum, mais lundi n'est pas le continuum, la semaine. Non. Mhm. C'est là où on a des raffinements très prise de chou, mais qui permettent d'être assez précis. Mhm. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en effet, l'instance constitutive d'un continuum ne sera jamais ce continuum, mais c'est un continuum. Mhm. Ouais, nécessairement. Mhm. OK, tout à fait.
Oui, le continuum mental le plus subtil, c'est ça qui fait le. Parce que les mentaux, comme on avait vu, mental, ça veut dire esprit, ouais. Les mentaux plus grossiers, eux, ils ont un début, un milieu et une fin. Oui, c'est cette clair-lumière la plus subtile, ouais. Exactement. Pour les tantras supérieurs, mais dans le Theravada, ils vont accepter juste le Vangachita, par exemple. Ils ne vont pas dire que c'est la conscience la plus subtile, il n'y a que dans les tantras supérieurs qu'on en parle. Mais, ou dans les niveaux égaux à ce niveau des tantras supérieurs, dans le Mahamudra des tantras, dans le Dzogchen, etc. Mais dans les autres écoles, ils n'en parlent pas nécessairement. Par exemple, le Chittamatra va parler soit de la conscience mentale, pas nécessairement la plus subtile, mais la conscience mentale, soit encore de la conscience d'Azutu, ça dépend de quelle école. Mais il faut que ce soit un continuum mental d'une manière ou d'une autre. Alors, le potentiel de Bouddha, ça dépend. Ça dépend si on parle du potentiel qui est là depuis toujours, le naturellement présent. Le naturellement présent, ça c'est la vacuité de l'esprit. Et il y a le continuum à développer, la nature de Bouddha à développer. Et ça, c'est impermanent. Et comme il y a une partie permanente et une partie impermanente, la nature de Bouddha, elle est Permanente. permanente. Ouais. C'est le permanent qui gagne. Oui. 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 Oui, tout à fait. En fait, on peut imputer quelque chose de permanent en dépendance de quelque chose d'impermanent. Par exemple, la vacuité de la table, elle est permanente. Et la vacuité de la table, elle est désignée en dépendance de la table. Ça ne veut pas dire que la table soit nécessairement la base d'imputation de la vacuité. La base d'imputation de la vacuité, c'est une absence d'existence intrinsèque, etc., en dépendance de la table. Ouais. À cette absence d'existence inhérente est permanente. La table est impermanente. Exactement, mais ça ne veut pas dire que le fait d'imputer quelque chose de permanent en dépendance de quelque chose d'impermanent ne veut pas dire que la base d'imputation de la vacuité soit la table. Je pense que c'est ça que Genjambel a voulu dire. C'est-à-dire que la base d'imputation de la vacuité, c'est une absence. Une absence. Comme la base d'imputation de l'espace incomposé. On peut tout à fait. Ça veut dire qu'il y a aussi l'isolat de la table. Ah non. Ah non du tout. Non, non du tout. C'est-à-dire que si on a à l'esprit la table et sa vacuité, l'ensemble des deux, la table et sa vacuité, c'est permanent, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ça va. Et ça ne veut pas dire que la table toute seule soit permanente. Ouais. Ouais. On doit imputer de toute façon, par exemple, cette table, c'est une absence de cheval, par exemple. Une absence de cheval, c'est nécessairement permanent. Donc, ça veut dire que les négations non affirmatives sont nécessairement permanentes, parce que ça n'a pas de substance qui change dans un instant, c'est une simple absence. Ouais. Et donc, cette table, sur la base de cette table, il y a énormément de négations non affirmatives. Cette table n'est pas cette table-là, cette table n'est pas à moi, etc. etc. Ouais, exactement. Après, ça dépend comment on formule les choses. Si on dit cette table qui n'est pas à moi, dans ce cas-là, c'est impermanent. Est-ce que c'est cette table qui est impermanente? Okay. C'est une négation affirmative. Exactement. Tout à fait. Ce n'est pas une simple absence dans ce cas-là. C'est une absence qui affirme autre chose. Ouais. Ah, la vacuité de la table ne sera jamais la table. Exactement. Tout à fait. Et la table n'est pas sa vacuité, mais elles sont une même entité. Ouais. Wow, bravo, bravo. Est-ce que ça joue jusqu'à maintenant? Super. Ouais. Oui? Oui. Ce que tu disais, vas-y. Oui, la table n'est pas sa vacuité, et la vacuité de la table n'est pas la table. Parce que c'est la vacuité de la table. Ouais. C'est la vacuité de la table, et donc ça ne peut pas être la table. Parce que c'est sa caractéristique. Ouais. C'est l'une de ses caractéristiques. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, donc ça, c'est très compliqué de réfuter la production à partir d'autres, parce que on réfute un autre en soi. Ouais. Ouais, ça joue. Très bien. Donc, l'obscurité serait produite par la flamme d'une bougie. Aussi bien les effets que les non-effets naîtraient des causes et des non-causes. Ça, c'est dans le chapitre 20 du traité du milieu d'Arya Nagarjuna. Ça, c'est magnifique. Il dit si l'effet et la cause étaient autres en soi, bien sûr, parce qu'il cherche toujours. L'objet de négation, c'est quoi? C'est toujours l'inhérence. Il dit si la cause et l'effet étaient autres, aussi bien les causes que les non-causes produiraient cet effet. Magnifique. Non? Ok, donc ça veut dire qu'il y a une altérité en soi. Donc on avait vu qu'il y avait, par exemple,
une table et une autre table, est-ce qu'elles se créent l'une l'autre? Non, parce qu'elles sont autres. Hein, elles sont autres et elles sont d'un autre continuum en plus. Donc, s'il y avait une altérité en soi entre la cause et l'effet, entre la graine et la pousse, eh ben, c'est comme si elles étaient comme une table et une autre table. C'est comme si elles étaient séparées de manière vraiment pure et dure. Ouais. Et donc, comment est-ce que l'une pourrait créer l'autre? Parce qu'elles seraient séparées de manière, elles n'appartiendraient même pas au même continuum. Difficile. Un père et une mère créent un fils. Ou une fille. Ben, normalement, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que c'est le corps des parents qui crée le corps de l'enfant. Mais ni le père ni la mère ne créent le fils dans le sens où ils ne sont pas la cause substantielle qui crée le fils, et le fils, il a son propre continuum mental. Ouais. Mais il crée le corps, en tout cas. Le corps des parents crée le corps du fils. Ouais. OK. Exactement. Ça veut dire qu'en effet, oui, tout à fait, il lui donne l'agrégat de la forme. Exactement. Très bien. Donc ça mériterait qu'on y revienne, parce que ça, c'est très important. C'est bien les effets que les non-effets naîtraient des causes et des non-causes. Ça, c'est magnifique. Ensuite, parce qu'il serait intrinsèquement autre, une pousse et sa graine n'appartiendraient pas au même continuum substantiel. Ouais. Donc là, ça pose problème. Comme du blé et de l'orge. Le blé ne crée pas l'orge et l'orge ne crée pas le blé. Ouais, ça pose problème. À Seradje, en tout cas, ça pose problème. Parce qu'à Seradje, on dit que la grande compassion engendre bodhicitta. Et donc, la grande compassion, c'est un facteur mental. Et bodhicitta, c'est une conscience principale. Et donc, les grands maîtres comme Werner Gengensen disent que la définition d'une cause substantielle pour le Prasangika, ce n'est pas nécessairement dans le même continuum substantiel. Ouais, ça veut dire qu'un facteur mental peut tout à fait engendrer comme effet substantiel une conscience principale, qui est bodhicitta. Et ça pose question parce que là, c'est un argument de Acharya Chandrakirti lui-même, qui est Prasangika, et qui dit la graine et la pousse, si elles étaient des entités, si elles étaient autres en soi, elles n'appartiendraient même pas au même continuum. Et ça veut dire qu'il est censé accepter que la graine et sa pousse, donc c'est-à-dire que son effet substantiel, doivent appartenir au même continuum substantiel. Donc ça pose question pour Seradje, en tout cas pour cette question de la grande compassion qui doit devenir une conscience principale. Et le facteur mental, il accompagne toujours la conscience principale. Alors, ça dépend quels facteurs mentaux. Si c'est des omniprésents, par exemple. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais la grande compassion n'est pas un facteur mental omniprésent. C'est un facteur mental, pour dire vertueux. C'est ce qui fait partie du 11e, la non-violence. Ouais. Ouais. Exactement, on aurait tendance à se dire que bodhicitta et grande compassion seraient une même entité. Mais dans ce cas-là, ça joue, on peut dire qu'un facteur mental et sa conscience principale sont une même entité. Ouais. C'est-à-dire qu'un facteur mental, c'est comme un colorant qu'on met dans un verre d'eau. Le verre d'eau, l'eau serait la conscience principale et le colorant serait le facteur mental. Ce sont une même entité, parce qu'ils apparaissent et n'apparaissent pas séparément. Ouais. Mais le problème, c'est de dire que la grande compassion serait la cause substantielle de bodhicitta. Ouais. Et en plus, oui, si c'est sa cause substantielle, ça ne peut pas coexister. Donc, ça pose question. Ouais, OK. Ça pose question. Mais c'est juste un petit du croustillant dans le praliné pour qu'on se pose plus de questions. Très bien. Une graine et sa pousse établie de manière inhérente serait permanente dans le temps et coexisterait. Vous vous souvenez, on avait vu cet exemple du continuum du jeu, ouais, avec le déva, le préta, l'animal, etc., et l'être humain. Donc, s'ils étaient autres en soi, ils pourraient tous coexister dans la même boîte. Et en même temps. Et ben, c'est exactement ça. Très bien. OK. Production à partir de soi et d'autres. Donc, c'est-à-dire que la production à partir d'autres, c'est ce qu'on accepte dans le monde en général. Vous êtes d'accord? Donc, une graine n'est pas la pousse. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en général, on accepte ça. Sauf que, en général, même dans le monde, on n'accepte pas que la graine et sa pousse seraient séparées dans le sens sans aucun lien entre elles. Ouais. C'est ce que dit Chandrakirti. Il dit que même dans le monde, on n'accepte pas la production à partir d'autres en soi. Ouais. OK. Très bien. Maintenant, à partir de soi et d'autres, c'était surtout les Jain qui acceptaient ça. Ils disaient comme le père et le fils. C'est-à-dire que le fils, il a son propre continuum, c'est-à-dire qu'il va renaître, etc. Mais il a besoin des parents. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois soi et à la fois autre. Donc, c'est pourquoi il y avait certaines vues non bouddhistes qui acceptaient la production à partir de soi et d'autres.
Ouais. OK. Et donc, les fautes attribuées aux deux premières options seraient attribuables ici aussi. Donc, on a vu des conséquences à l'absurde du fait de naître de soi-même, du fait de naître d'autres en soi. Et bien, si c'est à partir de soi et d'autres, il y a encore plus de défauts, puisque il y a les deux défauts en même temps. Oui. Alors, la nature de l'esprit est claire et Cognitif. lumineuse. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs contextes. Hein. Ça veut dire que soit la claire lumière veut dire la vacuité, soit clair veut dire vacuité et lumière veut dire cognitif. Ouais. Donc, ça dépend du contexte dans lequel on parle. Ouais. Donc, c'est la base. Ouais. C'est même la base. Même pour les Sakyapa, on l'appelle la base, en effet. C'est la nature de Bouddha, on l'appelle la base dans la tradition Sakya. Ouais. Exactement. Et c'est vacuité, c'est vide et lumineux. C'est clair et cognitif. C'est vide. Alors, pas nécessairement, parce que la table, elle est vide et c'est une forme. Et ce n'est pas parce qu'elle est vide et que c'est une forme que c'est permanent, parce que sa vacuité est permanente. Non. Donc, ça veut dire que ça dépend si on prend en considération l'aspect permanent comme étant une caractéristique essentielle de ce phénomène-là. Si c'est juste sa nature finale, sa vacuité, sa vérité ultime, ça joue. C'est-à-dire que la table est impermanente. Vous êtes d'accord? Oui, Sa vacuité est permanente. Ça ne veut pas dire que la table qui est vide serait permanente. Ouais. C'est-à-dire que c'est... non. Ouais, sa nature conventionnelle est impermanente. Sa nature ultime est permanente. Oui, exactement. Oui, c'est-à-dire que c'est une même entité, nécessairement, comme les deux vérités. C'est tout à fait ça. La table, c'est la vérité conventionnelle et la vacuité, c'est la vérité ultime. Oui, tout à fait. Oui, je vous écoute. Non, okay. Alors, ça dépend. Je vous posterai sur le mail, je vous enverrai ce texte sur composé et incomposé. On en avait parlé une fois, c'était avec vous, je ne sais plus. Où sa sainteté parle d'un composé, ouais, où il parle d'un grand maître, Keduk no Sangyatsu, qui dit que la nature de Bouddha est incomposée. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas produit. Il n'y a pas eu un jour où ça a été produit. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est produit dans le sens où ça se produit continuellement. C'est ça que ça veut dire, ouais. C'est ça le continuum. Oui. 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 Et voilà, il faut réaliser ce qui a été là et de faire en sorte que ce potentiel devienne actualisé. Oui, exactement. Tout à fait. On ne trouverait jamais rien ultimement. Tout à fait. Même l'éveil, même au niveau de l'éveil, rien n'est trouvé ultimement. Sinon, si quelque chose était cherché et trouvé ultimement, c'est ça qu'il faut trouver. Ça veut dire que oui, ça existe inhéremment. Cherché et trouvé ultimement, ça veut dire que ça résisterait à la loi ultime. Ah oui. Alors, ce qu'on trouve, c'est l'absence d'existence inhérente, mais ce n'était pas cherché initialement. Exactement, ça vient accidentellement. Sauf que maintenant, si on cherche cette vacuité ultimement, on ne la trouvera pas. Ouais. C'est ça qu'il faut voir, c'est que la vacuité est trouvée à l'issue d'une analyse ultime, mais elle n'est pas cherchée par cette analyse ultime. Si elle était cherchée par l'analyse ultime, elle ne serait pas trouvée non plus. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Ensuite, donc ça c'est facile. Ensuite, production à partir de rien, c'est facile aussi. Ouais. Des efforts pour produire tels effets seraient impuissants à les produire. Cela contredirait la perception du monde. Ouais, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire chauffer de l'eau, de mettre du thé, etc. pour avoir du thé. Tout naîtrait de n'importe quoi de façon chaotique. Ce serait le hasard absolu. Ouais. OK. Donc ça, c'était les 4 éclats de diamant qu'on retrouve aussi dans le chapitre 9 de Shantideva, comme on l'a dit tout à l'heure, dans d'autres textes. Et bien sûr, dans la Madhyamaka-vatara de Acharya Chandrakirti. Ouais. C'est-à-dire qu'il commente le traité du milieu d'Arya Nagarjuna. Ouais. Et donc, il prend cette première strophe, rien ne naît de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause, etc. Et donc, il y a tout son chapitre 6, enfin, une bonne partie du chapitre 6 qui commence par ça. OK. Très bien. Les 4 extrêmes, ça, c'est intéressant. OK, pour ceux que ça intéresse. Très bien. On trouve ici, dans la Madhyamaka Shastra, dans le Shunyata Saptati, d'excellents commentaires. Donc, qu'il s'agisse d'une chose inexistante,
ou d'une chose existante, une condition est absurde. D'une chose inexistante, quelle pourrait être la condition? Et si elle existe déjà, à quoi sert une condition? C'est magnifique. Ça, c'est de la barbe à papa. Exactement. Si quelque chose existe déjà, c'est-à-dire si quelque chose existait de manière inhérente, ça existe déjà de son propre côté. Donc, quel besoin a-t-on d'avoir des causes pour ça? Parce que ça existe déjà. Ouais, et de son propre côté en plus. Ouais. Et si c'est inexistant en soi, vous pourrez avoir des milliards de causes. C'est inexistant en soi. Ça ne pourra jamais finir à l'existence. Si quelque chose d'inexistant en soi pouvait être produit par des causes, eh ben, autant dire qu'une corne de lapin pourrait être produite par des causes. Ah oui. Et comme on ne la trouve pas? Les 5 raisonnements sont, est-ce qu'ils sont une même entité? Je pense pas. Je pense pas. Oui. En fait, l'existence dépendante, comme dit Csiangalo Pedroje, à partir de l'existence dépendante, on peut prouver le reste. On peut prouver le reste. Ça, c'est vraiment passionnant. Donc, c'est le raisonnement roi de l'existence dépendante qui est très utile. Mais si on prend les autres, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça ne fonctionne pas dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ici, les éclats de diamant, on réfute la production en soi. Ouais. Mais on n'affirme rien aux sources conventionnelles. On ne dit pas comment la production est possible conventionnellement. Ouais. Alors que le roi de l'existence dépendante dit c'est vide d'existence absolue. Pourquoi? Parce que ça existe de manière relative, ça existe de manière dépendante. Ouais. Donc ça réfute les deux extrêmes en même temps, ce raisonnement au roi de l'existence dépendante. Alors que les autres ne réfutent que l'extrême d'absolutisme. Ouais. Les autres ne réfutent pas l'extrême de nihilisme. Donc c'est là où il y a une différence. L'absolutisme, la production en soi, la production absolue. Ouais. Ok. Très bien, ok, waouh. Okay, je crois qu'on aura besoin d'une autre session, sauf si vous avez déjà intégré tout ça, et à ce moment-là... Ok. Et là, ça c'est... Et là, c'est magnifique, c'est le Shunyata Saptati qu'on trouve dans Psychologie bouddhiste de la vacuité en français. Bon, une fois qu'il y a un texte d'Arjuna qui est traduit en français, je ne sais pas s'il est toujours publié. Non, je crois que la boîte d'édition a disparu. C'était à Yonteling en Belgique. OK. Certains affirment qu'un résultat existe déjà en soi dans la nature de sa cause. Donc, ça, c'est les samkhya, ouais. Mais alors, il ne peut se produire puisqu'il existe déjà. Donc, ça, on l'a vu. D'autres affirment qu'un résultat existe en soi, mais non dans la nature de sa cause. Donc, il ne peut se produire puisqu'il n'est pas dans la nature de sa cause. C'est-à-dire que la cause et l'effet sont aussi séparés qu'une table et une chaise. D'autres encore affirment qu'un résultat à la fois existe et n'existe pas en soi dans sa cause, mais alors ils soutiennent des points de vue contradictoires sur un même objet, car un objet ne peut simultanément exister et ne pas exister. Ça veut dire que pour être prasangika, il faut accepter la loi de non-contradiction. Il faut accepter ce que dit Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Elle ne peut pas être à la fois ouverte et fermée. Vous êtes d'accord? Être ouverte le matin et fermée le soir. Mais elle ne peut pas être à la fois ouverte et fermée. Ce n'est pas possible. Donc, Alfred de Musset était peut-être prasangika. Okay. Soit quelque chose existe, soit ça n'existe pas. Ça ne peut pas à la fois exister et ne pas exister. Ça ne peut pas être mi-figue, mi-raisin. Hein? Entre ouvert, c'est ouvert. Entre ouvert, ce n'est pas fermé. Je l'attendais celle-là. C'est ouvert, oui. On n'est pas sur le même plan. Exactement. Exactement. Tout à fait. Les deux vérités, alors ça ne peut pas être ouvert et fermé en même temps dans le sens dans un même contexte. Par exemple, ouais, exactement. Par exemple, la porte, elle est fermée. Mais si on cherche ultimement à ce qu'il y ait une porte fermée, non, on ne trouvera pas une porte fermée. Donc, elle est fermée conventionnellement, mais elle n'est pas fermée ultimement. Mais ça ne veut pas dire que sur le même niveau, elle puisse être à la fois fermée et non fermée. Ça, c'est important d'accepter cette loi de non-contradiction, en effet. En effet, une table existe conventionnellement, mais elle n'existe pas ultimement. On n'est pas en train de dire qu'elle existe et qu'elle n'existe pas. Elle existe conventionnellement. Ouais. Ça, c'est très important. Et elle existe conventionnellement justement parce qu'elle n'existe pas ultimement. Okay.
Oui. Ça dépend. Les chittamatrins qui acceptent l'aspect vrai. Ouais, pas les autres. Ou les chittamatrins qui suivent les écritures à la suite d'Asanga. Mais c'est deux sous-écoles différentes. Ça ne s'entremêle pas nécessairement. Donc, il y a deux sous-écoles chittamatrines qui acceptent la conscience base de tout, les tenants de l'aspect vrai ou les suivants des écritures. Mais après, il n'y a que vraiment eux. Tous les autres réfutent ça. Ouais. Mais en fait, les Prasangika, ils essaient de réfuter la conscience base de tout. C'est assez difficile, hein, c'est vraiment difficile parce que si on comprend ce que disent les Chittamatrins, ils ont tendance à dire que la conscience base de tout est une entité substantielle différente de la conscience mentale. Les Prasangika vont dire, si vous acceptez que c'est une même entité substantielle, ça joue, on peut l'accepter. Mais si vous dites que c'est une entité substantielle différente, on n'en a pas besoin. Ah ouais. Ah non. Il y a beaucoup de points difficiles par rapport à ça. Il y a des bouquins entiers sur cette réfutation-là. Ouais. Parce que c'est très difficile. Ouais. OK, très bien. Et donc là, c'est facile. Là, c'est les quatre extrêmes. Si les causes engendrent des effets intrinsèquement, de manière inhérente, soit ils existent de manière inhérente, soit ils n'existent pas. Donc, soit ce sont des non-existants inhérents, soit ils sont à la fois existants et non existants, ce qui n'est pas possible, soit ni existants ni non existants, ce qui n'est pas possible non plus. Donc, les 3 et 4, c'est facile à écarter de la main. Par contre, les deux premiers, c'est intéressant. Si quelque chose existait en soi, quel besoin de cause aurait donc les effets? Est-ce que ça existe déjà en soi, de manière inhérente? Ouais. Donc, de manière inhérente, ça veut dire qu'il ne dépend de rien, pas même de cause. Ouais. Ensuite, si c'était un non-existant en soi, c'est-à-dire que ça n'existerait pas en soi. Enfin, c'est pas que ça n'existerait pas en soi, parce que là, ce serait la vacuité, mais ce serait un non-existant inhérent. Ouais. Et donc, aucune cause n'aurait le pouvoir de les produire. Ouais, c'est comme si on disait, bah, autant avoir des causes pour créer une corne de lapin. Ouais. OK. Ensuite, 3 et 4, c'est facile. Adriana Gajuna, les grands Prasangika réfutent la contradiction interne. C'est quelque chose qui peut être à la fois permanent et impermanent, ou à la fois existant et non existant. Ouais. Donc là, il y a plusieurs occurrences dans les textes qui montrent cela. Ensuite, les 4 alternatives, c'est trouvé dans le Satya Dvaya Vibhanga de Acharya Jnanagarbha, ouais, qui était Swatantrika Madhyamika. Mais en tout cas, ce que dit Shankara Pedodje, c'est que c'est un raisonnement qui est moins mis à l'honneur. Parce que là, on parle en plus des raisonnements Rasangika Madhyamika, alors que Jnanagarbha était Swatantrika. Donc ça cloche un peu. Mais ce n'est pas très grave. Pas très grave. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aucune production intrinsèque n'est possible, car une cause engendrant un effet, plusieurs causes engendrant un effet, une cause engendrant plusieurs effets, plusieurs causes engendrant plusieurs effets. Donc, il faut regarder ultimement ou intrinsèquement, parce que conventionnellement, on est d'accord qu'une cause peut engendrer un effet. Une graine engendre une pousse, conventionnellement. Vous êtes d'accord? Oui. Plusieurs causes engendrent un effet. Condition objectale, condition dominante, etc. engendrent un effet, une conscience visuelle. Ouais. Une cause engendre plusieurs effets. Par exemple, un karma peut engendrer plusieurs renaissances. Ouais. Et plusieurs causes peuvent engendrer plusieurs effets. Plusieurs karmas peuvent engendrer plusieurs renaissances, etc. etc. Conventionnellement, ça joue. Ici, on réfute la production intrinsèque. Ouais. Et donc, il faut à tout prix garder ultime. C'est ce qu'on trouve dans les textes. Et dans cette réfutation, on a encore 3 minutes. Ouais. Le roi des raisonnements de l'interdépendance, Pratitya Samutpada. Ça, c'est très important. OK. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'existe en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Strophe 19, magnifique. Il réfute les deux. Il réfute les deux. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au sens général, puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'existe en dépendance, ouais, c'est-à-dire que tous les phénomènes existent en dépendance, qu'est-ce que ça réfute? Tous les phénomènes existent en dépendance, ça réfute quoi? L'absolutisme. Aucun phénomène. Exactement. Et donc, tous les phénomènes sont vides, ça réfute? L'absolutisme. Exactement. Sauf que pour la Matsongkhapa, c'est l'inverse. Pour la Matsongkhapa, dans les 3 aspects principaux de la voie, l'existence dépendante, c'est ce qu'il dit dans l'avant-dernière strophe, l'existence dépendante réfute l'absolutisme et la vacuité réfute le nihilisme. Oui. Là, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant.
Et ensuite, c'est Ratnavali, conseiller au roi, qui dit « Ceci étant, cela advient comme dans l'exemple du court quand existe le long. » C'est-à-dire qu'ici, le court et le long ne se produisent pas l'un à l'autre. Vous êtes d'accord? Non, mais non. Ils sont désignés en dépendance l'un de l'autre. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que la dépendance, ce n'est pas nécessairement une dépendance causale. Mhm. C'est toujours une dépendance causale. Il faudrait que le court existe avant le long, ou inversement. Et ce n'est pas possible. Donc ici, il y a différentes étymologies de pratitya samutpada. Ça peut être prapya samutpada, ouais, en termes de production dépendante, dans le sens la rencontre entre les causes et les effets, ou la rencontre entre l'action des causes et l'action des effets. C'est la rencontre, c'est la condition causale, la dépendance causale. Et ensuite, apekshya samutpada, c'est la relation dépendante, c'est-à-dire le tout dépend de ses parties. Mhm. Mais est-ce que le tout et ses parties existent l'un avant l'autre? Non. Non. Le tout et les parties coexistent. Ouais. S'ils coexistent, on ne peut pas être causés l'un par les autres. Ah, bah oui. Ouais. Mhm. Très bien. Et la désignation dépendante. Ouais, la désignation dépendante, c'est-à-dire le long et le court, le haut et le bas, etc. etc. C'est vraiment dans le sens où les parties elles-mêmes sont des tout. Si c'était des parties en soi desquelles dépendent le tout, eh ben, ce ne serait pas elles-mêmes des tout. Donc les parties sont des tout aussi. Elles dépendent elles-mêmes de leurs parties, etc. etc. OK. Waouh, on va essayer de terminer là. Et puis s'il y a besoin d'une autre classe, vous me direz. OK. Ni un ni différent, on l'a déjà vu. Ouais. Donc ça, c'est le 5e raisonnement. Même si dans les citations qu'on a vues précédemment, on avait 4 raisonnements, mais ni un ni différent, c'est la base à partir de laquelle on a le quintuple et le septuple. Ouais, ça, on l'avait déjà vu. Ouais. Oui. OK, donc ces citations, on les avait déjà vues. OK. Juste pour terminer là-dessus, parce qu'il est l'heure. Donc, le soi des personnes ici, ni un ni différent, on peut réfuter le soi des personnes et le soi des phénomènes grâce à ni un ni différent. Ouais. Il manque un espace là. OK. Très bien. OK. Donc, pour les personnes, si le moi n'était autre que les agrégats, il serait sujet à naissance et destruction. Ouais. Si le moi était sûr. un avec les agrégats. Oui. S'il était autre que les agrégats, c'est-à-dire autre en soi par rapport aux agrégats, ils seraient des entités différentes. Oui. Ouais, et donc, ils n'auraient pas leurs caractéristiques. Par exemple, le corps de l'aksam serait assis, mais pas l'aksam. Ouais. Parce que les agrégats de l'aksam et l'aksam seraient séparés. Ouais. Et maintenant, le soi des phénomènes, c'est là où Alain Nagarjuna est magnifique. Page 15, strophe 15 chapitre 10, sur le feu et les combustibles. Il dit lui-même que ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Sur l'exemple du feu et du combustible, tout le processus du fonctionnement du moi et des agrégats d'appropriation a été complètement expliqué. Et cela vaut pour le pot, ça a été traduit par la cruche, l'étoffe, etc. C'est-à-dire dès l'instant où on a un phénomène imputé et une base d'imputation, vous pouvez appliquer les raisonnements du feu et du combustible. Que le feu n'est pas le combustible, que le feu n'est pas autre en soi avec le combustible, etc. etc. C'est juste splendide, quoi. Ouais. OK, on va s'arrêter là. Ouais. Et puis, est-ce que vous avez besoin demain, on a Sojong, donc ça risque de finir à 8h. Un peu tard. Si, normalement, pour 8h30, c'est jouable. Ouais. Si vous avez besoin. C'est comme vous voulez. Et donc, ce sera la dernière demain, parce qu'on aura terminé, je pense. OK, super, bravo, merci. C'est super, à demain, bravo. Merci. Avec plaisir, je vous envoie le texte, hein, et je vous envoie aussi pour composer, etc. Ouais. Okay. Ouais. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.